Bien, on sait, la perte de l'audition conduit souvent à l'isolement. Et l'une des raisons est la difficulté de s'exprimer sur sa perte d'audition. On est souvent dans le déni, difficulté à accepter sa perte auditive. Et surtout aussi, on est confronté à parfois des réactions un peu difficiles des proches qui ont du mal à comprendre les difficultés que vit au quotidien la personne malentendante. Donc, dans le déroulé de cette table ronde, nous allons commencer par vous présenter un petit film qui a été réalisé par un collectif d'associations adhérentes au Ubicodes et qui s'appelle, rappelez-moi le titre. Rappelez-moi le titre de ce film déjà. Je ne l'ai pas noté. Les malentendants se parlent entre eux. Les malentendants se racontent. Voilà. Donc, se rencontrent. Enfin, ils se racontent aussi. Ils se racontent aussi. Alors, je vais vous présenter les personnes qui participent à cette table ronde. Donc, alors, la personne qui interviendra juste après la présentation de ce petit film, donc Ève Gardien, sociologue et maître de conférence à l'université de Rennes 2, et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'accompagnement et le soutien par les pairs ». Voilà. Ensuite interviendra Céline Vauvarin. Alors Céline Vauvarin, qui est responsable régionale Normandie chez FEPEM, alors tu expliqueras peut-être ce qu'est FEPEM, qui a coordonné un projet sur la professionnalisation des pratiques d'entraide entre pairs en situation de handicap. Et pour terminer, le témoignage d'Anne-Marie Desmottes, présidente de l'association des devenus sourds et malentendants de la Manche, et qui a participé à ces formations initiées par Céline sur la pérédance. Voilà, bonne table ronde. Est-ce que c'est bon pour le film ? Toujours pareil, pour le principe des questions, des personnes circuleront dans la salle pour recueillir vos questions. C'est normal qu'il n'y ait pas de son? Parce que du coup, je me sens en situation de handicap, là. Il n'y a pas l'accessibilité pour les entendants. Oui, mais ça m'oblige à me retourner et j'ai des problèmes de sciatique. Non, ça va aller, merci. Réglé, il n'y a pas d'image. Hein? Oui, j'ai vu, oui, j'ai vu. Ouais. Quand même, c'est un minimum, réalisé par des associations de personnes malentendantes, s'il n'y avait pas le sous-titrage. Ce serait quand même un peu choquant. Ça donne très très chaud, les spots. Oui, voilà, exactement. Il fait très chaud, oui. Oui, après, s'il n'y a pas le son, on va tous lire. Ouais. S'il y a un souci avec la bande-son, c'est pas gênant. Les entendants dans la salle, il y en a. Faufilons-nous dans un cours de lecture labiale de l'ARTD. Faufilons-nous dans un cours de lecture labiale de l'ARTDS Île-de-France. Nadine et Christiane les suivent depuis quelques années. Elles nous parlent de cette expérience. J'ai une amie de sport dont je ne savais pas qu'elle avait des problèmes de surdité. Donc je l'ai initiée, je lui ai dit écoute,
J'ai découvert une association qui pratique la lecture labiale, pourquoi pas essayer? Ça ne peut que nous aider. Les cours auxquels j'ai assisté avec Marie-Annick, c'était fabuleux. Ça m'ouvrait un univers, c'est-à-dire qu'en fait, j'allais pouvoir avoir des outils. Alors que j'avais un peu épuisé les miens côté appareillage. Oui, bien sûr, quand on est sourd ou malentendant, finalement, dans ces problèmes-là, on a tendance inévitablement, de par la difficulté qu'on rencontre, à se désengager du monde. Et je crois que le bénévolat qui nous sollicite, là par exemple, bon, cette année, moi j'ai dit je vais quand même remplacer un peu Maud à l'accueil. Puisque j'en ai tant bénéficié, je vais proposer aussi un peu mes services. Mais c'est aussi une façon de revenir, d'être présent au monde, en fait. De partager avec voilà, tout le monde. d'aider les autres et finalement oui, c'est ça, d'avoir un rôle actif. Dans l'association, nous avons majoritairement des devenus sourds, c'est-à-dire des gens qui sont les seuls malentendants dans leur environnement familial, amical, professionnel. Et l'avantage de l'association est qu'ils peuvent rencontrer leurs pairs, des gens qui rencontrent les mêmes difficultés. Ils peuvent échanger des informations, des conseils, et puis partager leurs difficultés en sachant qu'ils vont être compris, alors que ce n'est pas toujours le cas dans leur environnement. Notre prochaine étape, Saint-Brieuc, où nous sommes allés à la rencontre de la bande-son, une association née au sein d'un groupe de parole. Alors moi, je suis devenue malentendante à l'âge de 59 ans et j'exerçais le métier de psychanalyste. Alors ma première rencontre avec un groupe de personnes malentendantes, c'était un stage de lecture labiale organisé par la RDDS, des stages nationaux. C'était à Dax, je crois, en 2011. Et là, une stupéfaction pour moi et quelque chose d'assez fantastique, puisque je rencontrais des personnes qui avaient les mêmes difficultés que moi, qui faisaient attention à ma propre baisse auditive. Par exemple, je me souviens dans le parc, quand on se rencontrait, comme on n'était pas sûr de savoir si la personne en face entendait, on faisait de grands sourires. C'est rien du tout, mais c'est tellement important parce qu'au moins il y a une relation, on n'est pas coupé des autres. Et quand nous parlions entre nous, on faisait toujours attention à bien articuler, à ne pas parler à plusieurs en même temps. Et donc là, j'ai vécu 8 jours avec 60 personnes et j'ai compris à peu près 95% de tout ce qui se disait. Donc la bande-son, lorsque je les ai rencontrés, c'était tous des personnes qui travaillaient et qui avaient besoin de rencontrer le service d'aide à la vie sociale sur l'étude 22 pour faire leur dossier MDPH et pour avoir donc les qualifications de travailleurs handicapés. Et au départ, toutes ces personnes individuellement prenaient contact avec le service. Et le directeur de l'époque et le chef du service ont eu l'idée de les rassembler, de faire un groupe. Donc la bande-son est née de cela. Et quand ils se sont retrouvés, enfin, ils en parlent comme d'un moment de rencontre, comme d'un moment privilégié, où ils ont beaucoup échangé, ils ont pleuré, ils se sont retrouvés. Et ensuite, ils ont décidé d'ouvrir la bande-son à d'autres personnes. Donc c'est un groupe de parole, d'échange, où chacun parlait de ses difficultés dans le travail, dans la famille, avec les autres. C'était aussi un lieu où on a pu s'échanger des informations sur les techniques que nous avions à notre disposition. Par exemple, qu'on pouvait avoir sur nos appareils auditifs la position T. Nous voici maintenant au Bonneau, près de Vannes, où nous rejoignons des adhérents d'associations de personnes malentendantes de toute la Bretagne, rassemblés le temps d'une randonnée automnale proposée par l'association du Morbihan Oreille et Vie. Pour l'association Oreille et Vie, nous organisons régulièrement des événements pour faire du lien entre les personnes malentendantes, pour montrer aussi qu'on peut sortir, qu'on peut faire des activités et qu'on peut prévoir de l'accessibilité. Et s'il n'y a pas d'accessibilité, on a nous préparé des écrits pour que toutes les personnes puissent suivre ce parcours sans aucune difficulté. C'est une première rencontre pour moi avec l'association Oreille et Vie. J'ai revu Nelly il y a 3 jours maintenant. Donc je suis retournée vers elle. Donc, nous sommes connus déjà il y a 2 ans, mais je n'ai pas
j'ai pas mis une suite en fait à cette rencontre parce que j'étais pas encore prête et j'étais encore dans le déni de cette surdité. Et je vais dire que cette journée d'aujourd'hui, c'est un grand bonheur pour moi parce que ça me réveille. J'avais l'impression que j'avais vraiment la tête dans l'eau et là, on vient de me ressortir, de me repêcher. Et je constate à quel point les associations ont un rôle important et nous permettent de vivre parce que finalement, je survivais plutôt que je vivais. Et là, je commence à prendre espoir et me diriger vers un avenir meilleur grâce à eux. Cet après-midi, pendant le pique-nique, puisqu'on avait un pique-nique en commun, moi j'ai apporté mon matériel HF pour faire entendre à Rosen que c'était possible de réentendre, y compris dans le milieu professionnel, à travers des réunions, avec ces émetteurs-récepteurs HF. Et pour elle, ça a été une grande émotion de recevoir à nouveau un son aussi pur dans l'oreille, alors qu'elle n'imaginait pas que ce serait possible. Donc c'est rien que ces moments-là, lorsqu'on vit pour un individu, pour une journée, un événement comme ça, on dit c'est gagné, parce qu'on repousse les limites de l'isolement de la personne face à sa surdité. Voilà. Vous n'avez pas pu lire? Ah, vous n'avez pas pu voir les sous-titres avec notre... Ah, il a pas transcrit, Samuel? Bon. Alors, donc suite à ce témoignage de personnes malentendantes d'association, donc je cède la parole à Ève Gardien. Bien, bonsoir. Vous m'entendez? Bon. Donc, il va bientôt y avoir un PowerPoint. Voilà. Et la commande? La commande du PowerPoint? Merci. Je vais peut-être te la donner parce que on peut passer à la suite. Bien, bonsoir. Donc, Ève Gardien. On m'a demandé de venir pour vous parler de ce qui peut se nouer comme relation très particulière entre pairs, P-A-I-R-S, donc entre personnes qui vivent la même situation. Et donc je vais, simplement parce que voilà, j'ai rencontré certains d'entre vous et ils ont estimé que ça pourrait être très intéressant. Donc écoutez, pourquoi pas? Je vais essayer de vous faire découvrir ce que moi j'en ai appris et puis on verra ce que vous souhaitez vous en faire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le film qu'on vient de vous passer, plus fort. Et c'est mieux? Bon. Il y a plusieurs avis dans la salle. Et en tout cas, ce que le film qu'on vient de voir, les témoignages qu'on vient de voir sont assez près, sont assez justes au regard de ce dont je souhaite vous parler. C'est un film qui a été fait très rapidement, mais de manière très agréable, je trouve, et qui permet de commencer à rentrer dans le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte le fait de rencontrer ses pairs, ceux qui vivent la même situation que soi, et donc la possibilité notamment de sortir de l'isolement. Alors aujourd'hui, c'est devenu un sujet très important du point de vue des politiques publiques. On parle beaucoup de pairs aidance, de pairs émulation, de conseillers pairs, de médiateurs santé pairs. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu de pairs accompagnants. Voilà, tout est là. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu tous ces nouveaux mots, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les politiques publiques sont en train d'institutionnaliser une fonction qui existait déjà auparavant depuis très longtemps. Donc je vais vous dire quelques mots sur l'historique, mais je pense que la question de la solidarité, de l'entraide entre pairs est quelque chose qui remonte aux confins des débuts de l'humanité. Je pense que c'est absolument pas nouveau, que dès qu'on regarde un peu les archives, etc., on retrouve toujours des situations où les uns ont monté des mutuelles, les autres ont monté des coopératives, etc., et qu'il y a toujours eu de l'entraide pour des gens qui vivaient des situations auxquelles ils ne pouvaient pas faire face seuls. Donc là, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est quand on ne peut pas faire face seul à une situation, ou qu'en tout cas, on ne trouve pas de solution qui soit adéquate ou suffisamment positive,
c'est là le moment en général où soit on se renferme, soit on cherche un soutien. Et le soutien qu'on trouve assez spontanément, généralement, c'est le père, c'est-à-dire celui qui a vécu ou qui vit encore la même situation, mais qui, lui, a trouvé une issue beaucoup plus favorable. Voilà, donc le père, c'est dans ce sens-là que je l'entends. Et pourquoi le père est intéressant? Parce que il a déjà trouvé une partie des solutions, il s'est déjà posé les bonnes questions, et donc il peut nous les poser. Il a des bonnes idées, il a des bonnes ressources, et il a aussi construit probablement des savoirs sur son expérience. Je vais vous donner un exemple dont je suis désolée, il n'est pas dans le champ de la difficulté d'audition, parce que je découvre avec vous depuis hier, donc je suis tout à fait novice, néophyte, je m'en excuse. Mais dans le cadre de mes travaux, par exemple, j'ai un exemple très simple et très drôle, moi je trouve. C'est un jeune homme qui est tétraplégique bas. Donc une tétraplégie basse veut dire qu'on fait sa vie en fauteuil et qu'on n'a pas de mobilité sur les mains sont comme ça, et qu'on a une musculation grosso modo sur le haut du bras. Et cet homme donc avait eu un accident grave, s'était retrouvé tétraplégique en fauteuil, avait été rééduqué, avait rencontré des rééducateurs pendant un certain temps, puis avait repris une vie à son domicile avec sa femme, ses enfants. Et un jour, il a rencontré un père tout à fait par hasard. C'était dans une soirée d'anniversaire dans un gîte, une soirée très arrosée, comme on sait faire en Bretagne. Et le lendemain matin, il se réveille, ils avaient tous dormi sur place, vu leur état, et là, il veut faire un petit bisou à sa chair et tendre, et il se rend compte que son haleine est absolument putride, l'horreur. Et donc, il décide de se transférer d'abord sur son fauteuil pour aller se laver les dents. Mais vous comprenez bien que se laver les dents avec des mains qui fonctionnent comme ça, et c'est pas si simple que ça. Donc, il arrive dans la salle de bain, il y a un évier, il pose sa trousse de toilette, il faut qu'il ouvre sa trousse de toilette, il faut qu'il pose la brosse à dents, comme il a appris en rééducation, avec l'ergothérapeute, et il pose sa brosse à dents avec les poils vers le haut. Et là, il faut prendre le dentifrice, il faut le mettre sur les poils. Vous comprenez bien qu'avec la dextérité qu'il a, le dentifrice et la brosse à dents vont tomber dans l'évier une fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, ça fait 15 ans que ça dure après l'accident. Et puis à un moment, on arrive à positionner la brosse à dents bien droite, les poils bien droits, le dentifrice. Il faut prendre tout ça et le mettre à la bouche. Ça peut retomber, etc. Puis à un moment, on se brosse les dents. Et là, il regarde à côté de lui et il voit un père, quelqu'un qui est exactement dans la même situation que lui, qui est tétraplégique bas, qui a donc les mêmes mains, les mêmes possibilités motrices. Et il voit son père qui ouvre la trousse de toilette, qui prend le dentifrice, qui fait sprouch, qui prend la brosse à dents et qui se brosse les dents. Et là, il a découvert toute l'importance du père dans sa vie. Pourquoi ? Parce que lui, ça faisait 15 ans qu'il faisait, comme avant l'accident, il essayait d'être au plus près de la logique corporelle qu'il avait avant l'accident. Il faisait aussi comme lui avait appris l'ergothérapeute, mais elle était valide. Il n'avait jamais pensé à faire les choses complètement autrement, mais d'une manière beaucoup plus intéressante. Donc il est passé de 2 fois une demi-heure de brossage de dents par jour à 2 fois 3 minutes, et ça a changé sa qualité de vie. Voilà. Donc l'importance du père, c'est que très couramment, la plupart d'entre nous, on invente des petites solutions pratiques dans notre vie quotidienne, et si on pouvait les récolter et les diffuser, je pense que ça améliorerait la qualité de vie d'un grand nombre d'entre nous, et ce ne sont pas forcément des solutions qui ont à voir avec nécessairement l'audioprothèse ou d'autres types de matériel. Ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Par exemple, hier soir, j'ai eu la chance d'être invitée parmi un certain nombre d'entre vous à table, et j'ai admiré les prouesses de l'un d'entre eux qui avait une présence à table absolument remarquable, et que je pense qu'avoir de la présence quand on ne peut pas toujours parler avec des personnes entendantes, mais pouvoir avoir néanmoins une place autour de la table, ça fait partie des prouesses qu'on peut s'enseigner les uns les autres, j'imagine. Voilà, donc j'ai commencé à repérer ce que j'appelle des savoirs expérientiels. J'en ai vu d'autres hier soir, elles étaient vraiment extra. Et j'ai tout découvert. Voilà, mais donc l'important, c'est dans l'accompagnement par les pairs ou le soutien par les pairs, c'est d'abord bien sûr d'aller rencontrer ses pairs. Donc ça suppose d'accepter de reconnaître qu'on est père. Ça suppose aussi
qu'il y a un respect de la liberté de chacun. On ne se sent pas pair avec tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un est comme nous qu'on a le sentiment qu'il nous ressemble. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un respect des affinités et que c'est une reconnaissance réciproque. Par contre, il y a quelque chose de... voilà, évidemment, je fais l'inverse. Bon, écoutez, voilà. Je pense que c'est... Non, toujours pas. C'est la régie. Ah, c'est la régie qu'il faut viser? Ah, c'est là qu'il faut viser. Oui. Okay. Merci. Mais c'était l'écran que je regardais, c'est pour ça. D'accord. Alors, je dois faire très vite, hein, donc j'essaye de résumer. Mais peut-être essayer en disant les choses très brièvement. Qu'est-ce qu'apporte ou qu'est-ce qu'il y a de spécifique d'abord la relation entre pairs? Pourquoi elle est particulièrement importante alors qu'on n'y fait quasiment pas attention? D'abord parce que c'est quand on rencontre son père, et ça a été dit dans le film, on a l'impression qu'il comprend très rapidement. Et il nous comprend parce qu'il a la même expérience. Et de toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de mes recherches qui ont rencontré des pères, elles disent toutes, parce que j'avais le sentiment d'être comprise, j'ai pu aller beaucoup plus loin dans ce que j'ai pu exprimer, mais du coup j'ai pu beaucoup mieux me comprendre les autres, j'ai pu aller beaucoup plus loin dans l'analyse, et j'ai pu trouver des solutions auxquelles j'aurais jamais pensé si je n'avais pas eu l'occasion d'en parler. Voilà, donc l'échange entre pairs permet de beaucoup mieux se comprendre, mais aussi d'avoir le sentiment d'être compris par autrui, ce qui est parfois un immense soulagement. C'est aussi la possibilité d'une confiance et d'une intimité, d'aller beaucoup plus loin dans l'échange. Parce que l'autre, on a le sentiment que, comme il vit la même situation, il ne va pas nous juger. Et donc il y a beaucoup moins de crainte et de honte. Et puis, ce qui est intéressant dans la relation entre pairs et qui est aussi énoncé par beaucoup des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est que c'est pas toujours le même qui aide. C'est qu'une fois c'est l'un et une fois c'est l'autre. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Des fois c'est l'un qui a les ressources, des fois c'est l'autre. Et que dans ce sens-là, on se sent beaucoup plus à égalité, beaucoup plus à horizontalité. On n'a pas l'impression qu'il y a un sachant et quelqu'un qui sera obligé tout le temps à apprendre. Donc ça, c'est aussi beaucoup plus agréable et on a l'impression d'être réciproquement utile. Voilà, donc là, c'est quelque chose de très important. Ceci dit, la relation entre pairs, avec tous les bénéfices dont on peut en tirer, ne fonctionne que si on va rencontrer ses pairs, si on essaie de rentrer en relation avec eux, et si effectivement on arrive à rencontrer quelqu'un auquel on s'identifie, dont on a vraiment le sentiment qu'il a vécu quelque chose de très proche de nous et qu'on peut véritablement échanger avec lui. Voilà. Pour les bénéfices de cette relation, je dirais que, on l'a entendu aussi dans le film, l'espoir. Il y a quelque chose d'autre qui est possible que ce que je vis aujourd'hui. Et d'ailleurs, mon père est en train déjà de le vivre. Donc ce n'est pas juste une utopie, ce n'est pas juste un grand rêve. Je vois que des pères le font déjà. Donc je peux changer de vie et je peux avoir une vie avec une meilleure qualité. Il y a aussi l'espoir qu'on est capable de se changer et qu'on est capable de progresser, de trouver de nouvelles solutions, qu'on est capable d'en sortir. L'estime de soi est rehaussée, la confiance en soi. Il y a un autre sentiment important qui est ne plus être seul au monde, voire même pour certains trouver une communauté d'appartenance. Ça dépend des gens, mais certains le ressentent comme ça. Il y a ce soulagement d'être compris, se sentir aussi suffisamment digne parce que l'autre est mon égal et le même que moi, pour pouvoir demander de l'aide ou en recevoir. Et puis c'est aussi, et ça c'est peut-être quelque chose d'extrêmement important, quand on rencontre ses pairs, on peut s'imaginer à la fois une autre vie, un autre futur, mais du coup on pourrait devenir quelqu'un d'autre et on peut s'inventer de nouveaux projets, de nouvelles identités. Et ça c'est extrêmement stimulant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur le diaporama ? Bon, tout ça, c'est dans une relation qui est très spontanée et qui est bien au-delà de la question de la maladie, du handicap ou de je ne sais quoi. C'est quelque chose qui est complètement une expérience humaine. Et puis, il se trouve qu'il y a des savoirs très rares. J'ai encore 5 minutes. Et il y a des savoirs très rares, et c'est là où je voudrais en venir. À la fois, donc, il y a une ouverture très particulière dans la relation avec le père qui fait qu'on aborde des sujets
parce qu'on se sent mieux compris, parce qu'on n'a pas besoin de tout expliquer, parce qu'on ne se sent pas jugé, etc., qui fait qu'on va beaucoup plus loin dans ce qu'on est capable de comprendre de soi et ce qu'on peut changer de sa vie. Mais en même temps, l'autre, parce qu'il a une expérience, il est capable de nous donner des idées absolument incroyables, et par exemple l'histoire de la brosse à dents. Là où il y a un enjeu, je pense, très particulier dans le soutien entre pairs, dans le fait de développer cette entraide, ce sont les savoirs expérientiels. Il se trouve que pour des entendants comme moi, c'est très facile. Je vis dans un monde qui est adapté à ma personne, globalement plutôt adapté. Ça fait des millions d'années qu'on adapte le monde pour les entendants. Ça va plutôt bien pour les entendants. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça va. Et puis, ça veut dire aussi que depuis que je suis petite, on m'a appris à faire avec ma manière d'entendre. Donc, j'ai les savoirs depuis que je suis petite qui sont transmises par ma famille, par mon instituteur, par mes copains de classe, etc. J'ai affaire à des gens qui m'aident à mettre en sens, qui m'aident à comprendre le monde, et le monde sonore notamment, que je perçois, très facilement. Parce qu'en fait, c'est un savoir qui est globalement partagé et qui est transmis de génération en génération. Et on pourrait parler de culture auditive, si on voulait réduire le monde à la question du son. Voilà. Mais donc cette culture, elle existe, elle est transmise par l'école, elle est transmise de génération en génération. Et en fait, c'est donc très facile également, non seulement le monde est adapté à moi, mais tout ce dont j'ai besoin pour m'adapter au monde m'est transmis depuis que je suis petite. C'est facile. Là où il y a un enjeu dans l'entraide entre pairs, c'est quand les savoirs sont rares, quand ils ne sont pas transmis à l'école, quand ils ne sont pas transmis dans la culture, quand ils ne sont pas transmis de génération en génération, et quand on n'a pas l'occasion souvent de rencontrer ses pairs. Parce que là, pour le coup, ces savoirs, non seulement ils sont rares, mais en plus, ils sont rarement transmis, ils ne sont pas collectés, il n'y a pas de mémoire, et ça veut dire qu'à chaque fois, il faut tout réinventer. Et c'est difficile d'inventer tout. On invente tous un ou deux petits savoirs. On n'est pas tous des Einstein. Et moi, la première. Voilà. Donc, je pense que l'enjeu de l'entraide entre pairs, c'est au-delà de simplement la solidarité, c'est de commencer à repérer tous ces savoirs qui sont produits de manière complètement informelle en général, qu'on imagine qui n'ont aucune importance, alors que je pense, par exemple, ce que j'ai vu hier soir, avoir beaucoup de présence à table, et pas toujours avec des mots, c'est important. Et que d'être capable de s'enseigner ça les uns les autres, ça permet aussi de développer à la fois ses capacités, son potentiel, mais aussi sa relation au monde. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Ève. Merci beaucoup. Donc le savoir expérientiel, effectivement, est intéressant. Et à partir du savoir expérientiel, je me tourne vers Céline, qui a initié une formation à l'attention de responsables associatifs, de militants associatifs dans le champ du handicap. Et elle va vous expliquer un peu plus en détail ce qu'elle a mis en place. Merci, bonjour. Donc, je suis Céline Vauvarin. J'ai une expérience donc, dans ce champ lors d'un poste que j'ai exercé à la Mutualité française Normandie, à Caen, dans le Calvados. Et aujourd'hui, je suis responsable de la FEPEM Normandie. La FEPEM, c'est la Fédération des particuliers employeurs de France. Néanmoins, j'ai le plaisir d'illustrer aujourd'hui ce que dit Ève par cette expérience professionnelle que j'ai menée autour de la... Ah, pardon. D'accord, excusez-moi. Donc aujourd'hui, je souhaitais illustrer par un projet très concret qu'on a mené pendant 4 ans à la Mutualité. On a commencé à piloter ce projet en 2012. À partir justement de recherches dans laquelle était engagée Ève, à partir de constats, parce qu'en 2012, il n'y avait pas quand même grand-chose sur la paire-aidance et la paire-émulation, par exemple. On était encore sur beaucoup de modèles anglo-saxons, mais assez peu de modèles identifiables en France. C'était très intimiste, en fait, très confidentiel, l'entraide entre pairs, en 2012. Donc, sur la volonté de quelques présidents d'associations nationales du champ du handicap, nous avions été sollicités pour mettre en place une formation qui permettrait de capitaliser sur les savoirs des personnes en situation de handicap et à partir de cette capitalisation, comment on pouvait transformer les savoirs que l'on pouvait se transmettre justement, on pouvait les transformer en modules de formation.
Donc l'objet, moi, de mon travail au quotidien, c'était ça. C'était de la même manière que ce que vient de vous expliquer Ève, c'était de pouvoir trouver les bonnes personnes qui avaient une pratique associative et qui, dans le cadre de leur situation de handicap, pouvaient apporter à d'autres des conseils, de l'aide, de l'orientation, trouver la bonne ressource pour pouvoir justement avancer un peu plus vite et sortir de cette situation souvent complexe, en fait, quand le handicap survient, parce que c'est quand même plus souvent pour les personnes, la difficulté, elle est plus souvent pour les personnes dont le handicap survient qu'un handicap acquis à la naissance. Mais dans le cadre donc de ce projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté d'abord un premier copil avec des personnes en situation de handicap, alors d'un peu tous les horizons, parce qu'on ne s'était pas attardé ni attaché au handicap moteur qui était la demande de nos commanditaires sur ce projet. Moi, je souhaitais qu'on puisse faire parler, faire témoigner, permettre un échange autour de plusieurs types de handicaps et plutôt les handicaps les plus repérés. Donc on a lancé une première expérimentation parce qu'en fait c'était difficile malgré les recherches qui étaient engagées, malgré quelques témoignages, il était difficile, malgré un diagnostic aussi qu'on avait fait sur le territoire, il était difficile de faire parler les gens sur leur pratique de père aidance. Donc on a lancé une première expérience de formation en réunissant des gens. Et c'est surtout ces personnes qui participaient à la formation qui nous ont dit ce qui était important à faire émerger comme savoir, ce qui était important de transmettre et ce qui était important de capitaliser. Donc à partir de cette première remontée d'informations, on a pu expérimenter une deuxième action de formation où là on a modifié, corrigé, amélioré, apporté des choses. Et ce qui était intéressant, c'est que des personnes qui étaient stagiaires de la formation, dont Anne-Marie Desmottes, par exemple, qui était venue dans cette formation parce que le sujet l'intéressait, la fois d'après, la deuxième expérimentation, elle était intervenante, elle devenait intervenante. Et on a travaillé avec elle alors sur une base qui était déjà bien construite, hein, de formation au sein de son association. Mais ce qui était intéressant, c'était que sur ce que faisait déjà Anne-Marie, on pouvait retravailler un petit peu des contenus et on pouvait structurer, en fait, une présentation de son handicap à des personnes qui étaient donc inscrites dans la formation. Mais elle pouvait aussi faire partager des astuces qu'elle avait petit à petit engrangées, des petites choses simples, mais qui étaient hyper importantes. Pour faire gagner du temps. Je me rappelle de la première fois où Anne-Marie m'a expliqué comment elle se positionnait dans un restaurant, justement, vous en parliez hier. Quand Anne-Marie, tu me disais, j'arrive toujours 5 ou 10 minutes avant au restaurant, comme ça je choisis la bonne place autour de la table, parce qu'il y a une bonne place autour de la table. Bon, bah ça, on apprenait, enfin moi je l'apprenais, et Anne-Marie l'apprenait à d'autres personnes qui participaient. Donc, ça, ce sont des petites choses, mais toutes ces petites choses très précieuses qui se sont accumulées au fur et à mesure de nos expérimentations, elles ont vraiment structuré une formation avec des contenus divers. On avait une présentation de certains types de handicaps qui étaient représentés avec nous dans la semaine de formation. Ça représentait à peu près une semaine, notre formation, en temps, en durée. Et puis on avait les grandes thématiques en fait qui vont fédérer tous les types de handicap, à savoir comment on va approcher la MDPH, comment on va remplir un dossier de demande d'aide. Et là aussi, par exemple, on pouvait, au sein de la formation, structurer un accompagnement entre pairs. C'est-à-dire que Anne-Marie, je reprends l'exemple d'Anne-Marie parce que elle est présente et puis elle pourra en parler, donc c'est intéressant, mais d'apprendre à bien décortiquer un dossier et d'être un accompagnant dans l'association qui pouvait permettre de... Parce qu'aussi Anne-Marie, elle savait que telle ou telle case pas remplie, telle ou telle case pas suffisamment précisée, la partie dossier, projet de vie, si elle n'est pas suffisamment complète, on n'obtiendra pas l'aide demandée, ce sera repoussé à la commission suivante, ou ce sera... Enfin bon,
toutes ces expériences-là, c'est que du vécu, hein, du vécu des personnes. On essayait de les structurer pour les faire passer dans la formation que nous proposions. Alors, au bout de 3 expérimentations où on s'est senti un peu plus à l'aise, où on a vérifié avec les personnes qui intervenaient dans la formation et les stagiaires de la formation, quand on a eu vérifié que les contenus à retenir et les contenus finalement à ne pas garder dans la formation, quand on les avait validés, vérifiés, on a proposé à un institut du travail social de poser à son catalogue cette formation pour la dispenser sur la base de sessions qui pouvaient avoir lieu 1 fois ou 2 fois dans l'année, sur inscription. Donc ça, c'était concrètement, si vous voulez, c'était l'outil, nous, en fait, qu'on a essayé de mettre en place, une formation. Après, il y a l'avant, il y a le pendant, il y a le après ces formations pour les intervenants, pour les stagiaires, pour nous, l'organisation que nous étions, qui portions ça. Et je dois dire que ce que je peux, moi, retirer d'intéressant vraiment dans cette pratique de pair aidance qui se professionnalisait là autour de stages, quand on dit professionnalisation, pour moi, c'est que l'on passe par l'action de la formation, plutôt que arriver à un statut professionnel ou à un métier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Ève, mais non, elle ne se prononce pas. Moi, quand je vous dis, en tout cas, quand je vous parle de professionnalisation, qui était l'axe quand même qui m'était confié, pour moi, je parle de transformer des savoirs, en fait, en action de formation pour arriver à un objectif d'apprentissage. C'est pas, les gens qui rentraient dans la formation n'avaient pas une garantie d'avoir un travail, un métier. À l'arrivée, ce n'était pas l'objectif de mon stage. Ça, je tiens à vous le préciser parce que c'est important. En revanche, à partir du moment où les gens étaient passés par ces différents modules de formation qu'ils les avaient suivis, on pouvait considérer qu'ils étaient engagés dans la professionnalisation d'une activité. Alors, soit des gens comme Anne-Marie pratiquaient déjà cette activité au sein de leur association et le faisaient comme ils pouvaient. La formation leur a permis de structurer les choses, de structurer leur contenu, de se protéger aussi, de réadapter sa posture par rapport à l'accompagnement tel qu'elle le vivait. Anne-Marie, au début, quand elle est arrivée à l'association, tu en témoigneras, à la formation, pardon, sur la première session, tu en témoigneras après, mais de dire, des fois, ça me prend trop de temps, je m'investis trop, j'ai trop de demandes par rapport à la personne que j'accompagne, je lui en demande trop, je veux trop de résultats et je n'arrive pas à garder la bonne distance, à avoir la bonne distance par rapport à mon accompagnement, en fait. Alors, il y avait des questions comme ça. Il y avait aussi la question de je sens que la personne, elle a besoin de beaucoup plus, mais comme je ne suis pas un professionnel de santé, par exemple, je ne peux pas l'accompagner sur le beaucoup plus. Et j'ai des limites et je n'arrive pas à gérer, justement, dans mon accompagnement, l'expression de la limite de mon accompagnement avec la personne. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu restructurer avec Anne-Marie dans son passage, en fait, dans ses formations. Mais c'est aussi des choses dont on a pu parler. C'est ce qui était assez intéressant, c'est que, en fait, au sein de ces 3 actions de formation expérimentale, on pouvait parler. Chacun pouvait dire quelles étaient ses difficultés, quelles étaient ses pratiques, en fait, et quelle aide elle pouvait aussi recevoir de notre part pour arriver à gérer autrement, en fait, la relation d'accompagnement. Donc, je pense que dans ce sens-là, la formation, elle avait de l'intérêt, c'est qu'elle aidait les gens qui accompagnaient de manière un peu informelle, qui le faisaient déjà, mais qui le faisaient spontanément, sans trop d'appui, en fait, ou de connaissances. Là, on avait apporté un petit quelque chose, je pense, en termes de soutien. Et puis après, pour les personnes elles-mêmes, ce que je trouvais intéressant, c'était de pouvoir constater aussi qu'on avait tous et tout le monde, alors moi qui n'étais pas en situation de handicap, j'apprenais aussi, je me considérais aussi dans cette situation, on a tous beaucoup à apprendre de tous. Et que les personnes qui étaient présentes avaient tout type de handicap différents et qu'on se rendait compte en fait que
on pouvait s'apprendre les uns des autres des tas de choses et qu'on pouvait se transmettre des tas de choses. Alors, on avait une partie de la formation qui était assez généraliste et avec des contenus qui étaient très partagés, je vous dis, hein, que ce soit des demandes d'aide ou des activités sportives ou approcher des associations, par exemple. Ça, c'était assez collectif. Et puis après, il y avait vraiment des modules qui s'adressaient à des types des situations de handicap particulières pour que là, vraiment, les gens puissent se transmettre des choses de handicap à handicap similaire. Donc, pour revenir pour conclure aussi, hein, et puis pour revenir à ce que j'en avais, moi, répertorié comme bénéfice de cette pratique-là, c'était effectivement que les temps de formation, quand on réunissait des personnes qui étaient déjà engagées dans des pratiques de bénévoles au sein d'associations ou des gens qui arrivaient d'un peu partout et qui n'avaient pas forcément une pratique d'entraide particulière ou qui n'étaient pas engagés dans des associations, c'est qu'il y avait un espace de parole en fait dans la formation et c'était un espace aussi de partage. On pouvait partager des choses, on pouvait partager du vécu, on pouvait partager des difficultés. C'était le moment où on pouvait dire j'en ai marre, j'en peux plus, c'est trop dur. Et ça, je trouvais que c'était intéressant à ce titre-là. C'était aussi une occasion, j'ai trouvé, moi, et ça s'est vérifié avec des témoignages après, plusieurs années après, de gens qui m'ont rappelé, c'est que ces moments de formation, c'était l'occasion de se faire du réseau, de rencontrer d'autres personnes, de s'échanger des numéros de téléphone, de s'échanger des adresses, des cartes de visite et de se dire « Ah ben, je ne connaissais pas telle ou telle personne, je ne connaissais pas tel ou tel asso » et de pouvoir se faire un peu un réseau de professionnels ou non d'ailleurs, ou d'associations pour continuer à avancer et puis agiter aussi d'autres leviers et pouvoir mieux orienter. Oui, j'ai pu vérifier aussi ce que disait Ève sur la question de l'identification aussi de ses capacités et la valorisation de soi, parce qu'effectivement, dans ces formations-là, des gens prenaient la parole ou intervenaient pour aussi témoigner de leur expérience et de leur vécu. Et ça, il y avait des prises de conscience qui se faisaient dans la salle, mais aussi de la part de la personne qui prenait la parole et qui témoignait. J'ai été assez surprise d'avoir des personnes qui, finalement, par exemple, découvraient ou prenaient conscience d'une situation de handicap pendant la formation et qui tout à coup disaient « Ah, mais donc, je suis en situation de handicap ». Alors, comme on était dans des petits groupes, c'était plus facile pour entourer les personnes, mais ce n'était pas non plus toujours négatif, hein, je ne vous le dis pas comme quelque chose de négatif, mais là, tout à coup, la prise de conscience qu'on pouvait se faire aider autrement et on pouvait accéder à des aides, justement, une ou deux fois ensemble, Anne-Marie et moi, on s'est retrouvés vraiment face à des gens à qui on leur a dit, mais là, il faut arrêter de compenser tout seul. Il faut vous faire aider dans la compensation. En France, on peut se faire aider dans la compensation. Qui ne connaissaient pas la MDPH, qui ne connaissaient pas les associations, et puis qui compensent tout seul, que ce soit même professionnellement. Et là, c'était l'occasion de dire, il existe des choses. Donc, c'était aussi des révélations pour les personnes. Ça, c'était ce que j'ai pu constater comme bénéfice de la formation. Après, le bénéfice de l'activité d'entraide elle-même. Elle redonne aussi un rôle à la personne, effectivement. Ça, je laisse la parole après à Anne-Marie. C'est toi, Anne-Marie, qui va détailler ce point-là. Mais effectivement, quand on prend ce rôle d'être aidant, d'être père aidant et d'accompagner les autres, eh bien, on change, je pense, aussi des choses de ses propres... on change un peu ses propres attitudes, ses propres pratiques. Comme on doit les expliquer, on les analyse peut-être un peu. Et en les analysant, on se dit, tiens, il y a peut-être aussi d'autres façons de faire. Donc, je pense que ça a des effets assez positifs. Et puis, il y a de
y a de l'effet très positif aussi sur son propre pouvoir d'agir et puis son rôle. Son rôle, sa place dans une association, dans la société. Tout à coup, on devient aidant. On n'est pas juste un aidé, on peut aussi être un aidant. Et ces statuts d'aider et d'aidant, en fait, se mettent aussi à alterner et on reprend un autre rôle. La question de sortir de l'isolement, bah oui, je pense qu'Anne-Marie, elle en témoignera également. Les préconisations, j'avais fait un petit chapitre sur les préconisations, mais je pense que ça se traduit peut-être, ou vous l'avez entendu dans ce qu'on dit, non ? Sur les préconisations, c'est-à-dire que c'est vrai que si vous avez ce qu'on a pu, on en a longuement échangé en fait de cette de sa posture avec Anne-Marie et d'autres présidents d'associations qui fréquentaient la formation et qui nous ont aidés à la construire, c'était quelle bonne place, quelle est notre place dans l'accompagnement et quelle bonne distance on garde pour ne pas non plus bousculer les gens que nous aidons, ne pas non plus surinvestir un résultat qu'on l'en attend mais que la personne n'est pas encore prête à atteindre. Donc, bon, ça, c'est des préconisations, effectivement, qui sont importantes, à mon avis, c'est de travailler sur l'accompagnement aussi de la personne qui accompagne et qui est un peu des groupes où on peut aller parler un peu de sa pratique d'accompagnement. Voilà, c'était surtout ça. Écoute, moi, ça me semblait bien clair. Donc, nous avons des questions qui vont peut-être venir en complément en matière d'information. Alors, j'ai une première question. Les personnes isolées sont seules. Comment briser cet isolement ? Comment aider, toucher ces personnes pour qu'elles viennent jusqu'aux associations ? Alors, ce n'est pas directement lié à la question de la pérédance, mais effectivement, c'est quand même lié à l'isolement des personnes et aussi peut-être aussi le rôle du père aidant et des associations à travers les pères aidants pour faire connaître l'existence de ces structures qui peuvent accompagner. Bah oui, mais c'est toujours la question de la communication. Bah oui. Alors là, la question, je crois qu'on a tous un rôle, en fait, enfin, qu'on soit porteur d'un handicap ou pas porteur d'un handicap. En fait, je crois qu'on devrait toujours, maintenant, il faudrait que ce soit un réflexe aussi, que de dire aux gens, oriente-toi vers une association qui va comprendre ou qui travaille autour de ta difficulté. Mais finalement, ça fonctionne dans tous les domaines et pas seulement le domaine du handicap. Et c'est ce que je disais au monsieur président là, qui est en face de nous, c'est que alors là-bas, je me trompe, mais ce qu'on disait, c'est que moi, quand j'avais cette expérience-là à la mutualité de la formation, en fait, d'un poste en responsable formation, j'avais un champ dans le handicap et puis je m'occupais aussi de la formation des élus de la mutualité. Et en fait, le constat, il est le même, c'est que si vous demandez à une personne de transmettre son mandat, de lui transmettre son expérience, si vous mettez deux élus ensemble, eh ben, ils se parlent beaucoup mieux, ils se comprennent beaucoup mieux que quand nous, techniciens ou opérationnels, on intervenait sur des transmissions. On peut tout à fait, de nouveau, faire le parallèle. Dès que c'est un père qui vous parle, les choses, elles sont plus claires, elles sont plus simples, elles sont à égalité, Donc, il est vrai qu'il faudrait qu'on puisse en permanence avoir ce réflexe d'orienter les autres. Alors, je n'ai pas dit, mais c'est vrai que dans la formation, j'avais donné une grande place à cette question de l'orientation vers. C'est-à-dire que moi, je pense que dans les objectifs de cette formation, dans les objectifs à atteindre, il y en avait deux. Il y avait la capacité à transmettre à l'autre et la capacité à orienter vers la bonne personne ou la bonne ressource. Parce qu'on peut transmettre sa propre expérience, mais lorsqu'on ne sait pas, il ne faut pas essayer il faut transmettre vers la bonne personne. Et dans la formation, il y avait aussi cette attente forte. On était attentif à pouvoir orienter ça, permettre aux gens d'être orientés vers des bonnes ressources. Donc, on apprenait à l'ensemble aussi des stagiaires à savoir vers qui on allait pour telle demande ou telle et telle problématique.
Ça, c'était l'objectif un peu en fil rouge. Je pense que l'orientation des personnes vers les bons interlocuteurs, c'est primordial pour qu'ils gagnent du temps, pour qu'ils, justement, ils arrêtent aussi de passer d'un interlocuteur à un autre, d'un acteur à un autre, et puis de se faire balader, et au bout d'un moment de baisser les bras et de dire non, j'arrête et je préfère rester dans mon coin. C'est décourageant aussi. Ouais. Alors là, j'ai une question qui est peut-être plutôt pour vous, Ève. Alors, n'y a-t-il pas un risque? Si, après, on va passer. Après, ça va être le témoignage d'Anne-Marie. Nous avons encore le temps. N'y a-t-il pas un risque que le concept de père aidance soit utilisé par les pouvoirs publics pour continuer à se désengager et reporter sur les bénévoles d'associations des missions d'accompagnement social? C'est une vraie question. Bien, c'est pas un risque, c'est. Oui. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec la père aidance. On n'aurait pas le mot père aidance aujourd'hui, on le ferait avec le bénévolat. Et je constate qu'on a commencé à se poser la question de qu'est-ce que les parents, les proches, les aidants pouvaient apporter. Ça fait déjà plus de 10 ans que dans les politiques publiques, on vous fait recenser aussi ce qu'apportent vos proches comme aide au quotidien, en tout cas pour les personnes qui ne peuvent pas fournir les gestes moteurs par elles-mêmes, très clairement. Et qu'on pense la compensation du handicap et la prestation de compensation du handicap au regard de ce qui est fourni déjà par ailleurs. Donc c'est une question de fond. Mais pour autant, est-ce qu'on va se priver d'une ressource qui nous apporte, qui nous permet de changer de vie et d'aller mieux, sous prétexte qu'elle pourrait être utilisée négativement par des politiques publiques? Ça serait peut-être dommage. Donc je pense qu'il faut être lucide et peut-être travailler sur la question des budgets et des moyens. Et là, c'est une action qui est politique, et c'est une action de lutte, et en même temps travailler pour sa propre qualité de vie et celle de ses pairs. Et là, c'est de la question du soutien et de l'entraide au quotidien. Je pense que les deux peuvent exister parallèlement, mais sans pour autant mettre à la poubelle quelque chose qui peut être important. Alors, nous allons passer maintenant au témoignage d'Anne-Marie Desmottes, donc présidente de l'Association des devenus sourds et malentendants de la Manche, et donc, qui a participé à la formation mise en place par Céline à la Mutualité française. À toi, Anne-Marie. Voilà, bonjour. Donc, je vais vous lire mon petit texte que j'ai préparé avant. Donc, ma surdité est arrivée vers 35 ans et elle s'est accentuée au fil des ans pour devenir profonde il y a à peu près 10 ans. Anne-Marie, colle. Je vais me faire descendre en flammes. Lors de ma première visite chez l'ORL, le diagnostic est tombé. Surdité génétique évolutive, solution appareillage. Donc me voilà complètement étourdie, sans information précise, sans savoir vers qui aller pour comprendre ce qui m'arrivait. Pas du tout prête à l'appareillage. Et les commentaires de mon environnement étaient nombreux. C'est pas possible de perdre l'audition si jeune. Je connais des personnes qui ont été opérées et qui entendent bien. Faut aller voir d'autres ORL. Rencontrer des personnes qui vivent la même chose ne fait pas partie des conseils. Et cela, ça ne me vient même pas à l'esprit parce que tellement j'étais perdue. Malgré tout, je prends la décision de m'appareiller. C'est mieux, mais ce n'est pas aussi bien que je l'espérais. Je pensais que j'allais retrouver mon audition d'avant. Ressenti accentué par des commentaires du genre « Tu m'as pas compris et pourtant tu portes des appareils ». Résultat, j'accepte pas du tout ma situation. Quelques années plus tard, c'est ma fille qui devient malentendante à l'âge de 14 ans. Toujours le même diagnostic, surdité évolutive, mais vous avez de la chance, elle est appareillable. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On lui prescrit des séances d'orthophonie. Face à notre détresse, l'orthophoniste nous fait connaître l'Association des devenus sourds de la Manche. Notre ciel était complètement bouché et il va commencer à s'éclaircir parce que nous ne sommes pas seuls. Pour la première fois,
On nous écoute, nous comprend, nous accompagne dans notre deuil de l'audition, sans jamais rien faire à notre place. Ça prend du temps, mais on sort enfin la tête de l'eau. Et on ne met pas de nom spécifique sur cet accompagnement qui redonne beaucoup d'espoir. L'Association de la Manche est membre du Bucodas. À ce titre, je participe au Congrès d'Avignon en 1998. J'y découvre l'accessibilité par transcription écrite. Pour la première fois depuis ma surdité, je peux suivre une pièce de théâtre. C'est le vrai bonheur. Forte de toutes ces rencontres et informations, je finis par accepter ma surdité. Et je sais quoi répondre à celles et ceux qui prennent les aides auditives pour des baguettes magiques. Je ne culpabilise plus à demander des efforts à mes interlocuteurs. C'est une libération en quelque sorte. Et je me fais la promesse de m'investir davantage dans l'association lorsque mon activité professionnelle me le permettra ou lorsque je serai à la retraite. Et voilà, arrive mon tour de recevoir et d'accompagner des personnes qui viennent à l'association. C'est pas facile d'écouter le vécu difficile des personnes qui nous renvoient à notre propre vécu. Il faut que je maîtrise mes émotions sans paraître indifférente. Il faut aussi que j'ai une bonne connaissance des aides techniques, de leurs limites, des aides humaines, de leur prise en charge. Les commentaires des personnes reçues sont très encourageants. C'est la première fois qu'on m'écoute. Vous me comprenez puisque vous vivez la même chose. Et j'ai enfin compris mon audiogramme. Vous me redonnez de l'espoir. Et je ne suis pas la seule à faire cet accompagnement au sein de l'association. Nous sommes 3 ou 4 à recevoir les personnes. Je me rends vite compte que certains, de toute bonne foi, prennent leur cas pour une généralité et ont parfois tendance à imposer une démarche. Et cela, ça ne marche pas. La personne, elle ne revient plus à l'association. Comment faire ? C'est alors que je rencontre Célina et que j'entends pour la première fois Père Aidance. C'est une révélation. Au début de ma malentendance, j'ai eu l'immense chance de rencontrer un père qui m'a accompagnée dans mon parcours de combattant. J'ai été pérémulée. Et c'est ce qui m'a donné envie de le faire à mon tour. D'ailleurs, toutes les associations ici présentes font de la pérédance. C'est fou. Il faudra peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs. Hein. Non ? On a longtemps parlé de pérémulation, mais c'est toi qui connais bien. Pourquoi on parlait de pérémulation et maintenant on parle de pérédance ? Ouais. Oui, on peut faire un tout petit point là-dessus. C'est qu'en fait, la pérémulation, c'est un mot qui a été déposé. Il y a un copyright dessus. C'est une association en fait qui a posé comme une marque sur le mot et qui en a donné une définition très claire. Donc, c'est pas pratique d'utiliser ce mot parce que il est soumis à des conditions. Donc, même, on voit bien que sur les grands dispositifs nationaux institutionnels qui avaient commencé à parler de pérémulation, ils ont adopté le mot pérédance, qui me paraît effectivement en plus plus généraliste finalement et plus parlant pour tout le monde. Parce que pérémulation, c'était pas très parlant non plus hein, comme vocable. Bon, je vais faire attention jusqu'à la fin de mon récit. Donc, je prends aussi conscience qu'être père, ça ne se fait pas automatiquement. Notre vécu ne fait pas de nous un père aidant, efficace. Moi aussi, j'ai fait des bêtises en allant trop vite. Par exemple, en recevant une jeune femme de 20 ans qui avait un implant cochléaire et qui ne voulait plus l'utiliser. Elle me dit « j'en veux plus,
et puis je vais remettre une aide auditive classique comme avant. Et moi, d'un seul trait, je lui réponds, bah, c'est pas possible, votre oreille est morte. Et ça, elle ne le savait pas. Là, vous imaginez le choc qu'elle a eu à ce moment-là. Et moi, je ne savais plus où me mettre, quoi. Donc, Céline nous a proposé des formations avec la Mutualité française. Nous étions 3 membres de l'association à y participer. Donc, on en a retiré des choses très positives. Ça nous a permis de mieux connaître les autres handicaps, comme tu le disais tout à l'heure, au travers des témoignages de leurs pères aidants, notamment celui de l'association Advocacy dans le champ du handicap psychique, qui nous a éclairé sur l'intérêt, le sens, les contraintes, les limites du père aidant face à son propre handicap, d'apprendre à prendre la bonne distance avec la personne, je fais attention aux mots que j'emploie, avec la personne que l'on accompagne. Et surtout, ne pas être une éponge, c'est-à-dire de prendre tout ce qu'on nous dit pour notre propre compte. Et c'est aussi de bien structurer notre accompagnement, d'être le lien entre la personne malentendante et les professionnels de l'audition, d'être confiant, patient, en se rappelant le temps qu'il nous a fallu à nous-mêmes pour sortir du déni de notre malentendance, de prendre conscience de la nécessité de former en interne les personnes qui souhaitent faire de l'accompagnement, qui deviennent ainsi des experts du handicap qu'ils portent. Et pour conclure, notre association, après de longues années de travail, est bien reconnue par les différentes instances de notre département. Nous participons à la démarche Manche inclusive. Nous participons, entre autres, au groupe de travail Père aidant, Père aidance, dont l'objectif est la création d'un collectif d'associations sur le thème de la pérédance. Et nous avons eu le plaisir d'y retrouver les membres d'Advocacy que l'on avait rencontrés lors de la formation avec Céline. Et ce groupe est aussi constitué de nombreux professionnels. Et nous avons eu la surprise d'entendre un professionnel dire « Je travaille dans le domaine du handicap depuis 30 ans et aujourd'hui, c'est la première fois que j'entends le mot pérédance ». Donc même si les choses avancent, le chemin est encore long pour la reconnaissance du père aidant professionnel. Est-ce qu'il doit être professionnel ? Est-ce qu'il doit être bénévole accompagné par un professionnel qui va le légitimiser ? Voilà ma question finale. Merci de m'avoir écouté. Merci Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Alors effectivement, je ne sais pas si on va aborder là la question de la professionnalisation du père aidant. En tous les cas, ce qui ressort de tout ce que vous venez de dire toutes les trois, c'est qu'effectivement, la père aidance, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, que l'on pratique sans savoir effectivement que c'est de la père aidance. Que maintenant, ça à travers les formations, alors en échangeant avec Céline tout à l'heure, après, nous, sur notre territoire de la Normandie, après les 3 sessions de formation, plus rien ne se fait en matière de formation des pères aidants. Je ne sais pas sur les autres territoires si vous en avez entendu parler, sur la région parisienne, je ne sais pas. Mais il y a quand même, comme l'a dit Anne-Marie, la nécessité en tant que père aidant de se former à l'accompagnement, à l'écoute. Vous voyez, elle a témoigné de certaines situations dans lesquelles elle s'est retrouvée de positionnement ou d'attitude. Mais qu'en tous les cas, effectivement, l'importance de l'échange entre pairs et du soutien entre pairs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas? Alors, comment valoriser cette entraide entre pairs au niveau des politiques publiques? Les rendre subventionnables? Alors, est-ce que quelqu'un a des réponses par rapport à ça? Les valoriser auprès des pouvoirs publics, c'est déjà fait, puisqu'il y en a dans tous les appels à projets quasiment. Sur les territoires, en fait, dans quasiment tous les appels à projets, il faut un
intégrer que ce soit, il faut intégrer de la pérédance, alors que ce soit les appels à projets de l'ARS, dans lequel maintenant il y a un parcours de pérédance. Mais si on prend le dispositif Zéro sans solution, par exemple, il y a un axe entier sur la pérédance. Donc, je crois que la pérédance, c'est bien intégré auprès des pouvoirs publics. Mais la question maintenant, c'est le financement, effectivement. On n'entend pas pour l'instant On n'entend pas pour l'instant, enfin, moi, de mon côté, je n'ai pas entendu pour l'instant de financement dédié à la pérédance. Alors, Ève, elle est au courant. Alors, il y a plusieurs types de financement qui existent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup. Mais quand la pérédance a commencé de manière professionnalisée en France, c'était 2011. Vous avez le dispositif qui est une politique publique qui s'appelle le Un chez soi d'abord, qui concerne des personnes qui sont sans domicile fixe avec des troubles de santé mentale majeurs comme la schizophrénie ou la bipolarité. Et quand cette politique publique a été développée en France à partir de 2011, il y avait 2 pères aidants par équipe pluriprofessionnelle. Donc d'entrée, ça a été un choix politique. Vous avez aussi un autre développement de la pérédance dans le champ de la santé mentale, où là, il y a eu donc des formations qui ont été des formations universitaires, et avec un financement en alternance d'un poste de père aidant en psychiatrie. Et ces postes se poursuivent, et donc avec des financements en général plutôt du côté des régions, des ARS. Voilà. Et puis, concrètement, il y a comme ça quelques sources de financement qui se dégagent progressivement. Mais on va dire que le nombre de personnes qui sont effectivement salariées, il arrive qu'il y ait des consultants, hein, je connais 2 consultants, mais père aidant. Mais on va dire que si on compte tous les salariés aujourd'hui en France, à mon avis, on n'arrive pas au-delà de 70-80 personnes. Donc ce ne sont pas des masses énormes. C'est souvent 2 postes par région et rarement plus. Voilà. Je pense qu'il y a à la fois le souhait d'accorder de la légitimité et à la fois pas de fonds, pas de budget ou pas de choix politique fort. Je ne sais pas comment il faut qualifier ça. Néanmoins, quand une MDPH va recruter une chargée ou un chargé d'insertion en situation de handicap, c'est quand même bien que là, il y a une reconnaissance de dire cette personne, elle va mieux comprendre des situations. Enfin, ça fait partie du... Non ? Pour ma part, j'ai constaté que des personnes qui faisaient l'accueil dans les MDPH tétraplégiques étaient particulièrement incompétentes pour comprendre ce que c'est qu'une dépression grave ou malentendre. Donc ça ne veut pas dire que quand on vit un handicap, on comprend toutes les autres expériences. Ce n'est pas du tout une évidence. Je pense qu'il faut arrêter d'aller trop vite là-dessus parce qu'on va faire aussi des dégâts et surtout, on ne va pas reconnaître les réelles compétences. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille absolument être en difficulté auditive pour comprendre quelqu'un qui est en difficulté auditive. Il y a par exemple une histoire qui est une histoire vraie qui s'est produite en France. Il y a eu un père aidant qui a été un père émulateur. En l'occurrence, c'était un père émulateur qui a été particulièrement reconnu dans le champ. C'était une personne aveugle et qui accompagnait des jeunes gens en fauteuil paraplégiques et tétraplégiques sur les campus universitaires pour leur apprendre à comment contacter le valide, c'est-à-dire celui qui marche, et comment nouer des liens de sociabilité de manière à la fois avoir des amitiés, mais aussi des soutiens ponctuels quand il y avait des petits besoins. Voilà. Et donc se sentir à l'aise avec le fait d'être en fauteuil, etc. Cette personne-là le faisait parce que lui-même, en tant que personne aveugle, avait été étudiant 40 ans auparavant, donc c'était assez exceptionnel à cette époque-là, qu'il avait obtenu quand même un niveau Master 2, enfin un équivalent Bac plus 5 aujourd'hui, qu'il était devenu interprète. Donc il parlait, il était aussi parti en Angleterre parce qu'aujourd'hui il était aussi interprète en langue anglaise, et que donc en étant aveugle, il a aussi voyagé à l'étranger, etc. Et que Erasmus et tous les voyages à l'étranger qu'on peut faire pendant les études, il était capable d'expliquer comment s'adapter, et qu'en fait il pouvait produire. Donc on n'a pas besoin d'avoir forcément toujours... voilà, il ne faudrait pas croire que la pérédance c'est une question de pathologie, de maladie, de handicap. C'est est-ce que ce sont les mêmes situations qui sont vécues? Et là, en l'occurrence, cette personne qui avait des difficultés visuelles, qui était aveugle, était capable d'aider des personnes en fauteuil à faire face à la stigmatisation et à la discrimination, qu'elle-même vivait également.
Voilà. Donc il ne faut pas penser par catégorie de pathologie. Je pense qu'on ferait une erreur en faisant ça, mais plutôt quel est le problème qui est rencontré et là, qui est performant sur ce problème-là, quelle que soit la pathologie. C'est important de préciser ça, Ève. Alors, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Alors, attendez, est-ce que vous... Alors, pour les informations, monsieur, c'est après la table ronde éventuellement. Donc, est-ce que dans... On pourra vous aider, monsieur. On pourra vous aider pour rédiger ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. Alors, comment suivre la formation de père aidant et de permettre d'avoir des référents au sein de l'association? Donc ça, c'est peut-être plutôt toi, Céline, qui peut répondre à cette question. Oui, le problème, c'est que, alors moi, je ne suis plus sur ce poste de responsable formation au sein de la mutualité, mais même en Normandie, la mutualité ne pilote plus ce projet. Ce projet-là, il a été, il n'a pas été transmis véritablement. La formation avec ses contenus ont été déposés au sein d'un institut du travail social en Normandie. J'ai l'impression que personne n'en fait rien, ce qui est bien dommage, et que le groupe qu'on avait constitué s'est un peu disloqué, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce que dit Anne-Marie et qui semble quand même perdurer, c'est qu'au sein de cette formation, Anne-Marie, elle a rencontré d'autres présidents d'associations, elle a rencontré d'autres personnes qui vivaient avec d'autres situations de handicap, et ça lui a permis de comprendre d'autres aussi comportements, d'autres réflexes, d'avoir aussi un apport de connaissances qui allait au-delà de son propre handicap et qui l'a aidé dans son accompagnement. Et souvent, Anne-Marie, tu cites Advocacy. Advocacy, c'est une association du champ du handicap psychique. Et en fait, les interventions sur ce type de handicap ont permis à Anne-Marie de mieux comprendre parfois certaines réactions ou certaines situations ou des troubles qu'elle pouvait constater parmi les personnes qu'elle accompagnait. Et à l'inverse aussi, il y a eu des réflexions très pertinentes et très intéressantes d'une meilleure compréhension de la situation de l'autre pour d'autres aussi associations qui travaillaient autour d'autres types de handicaps que celui d'Anne-Marie. Donc c'était assez intéressant aussi ça, de partager de la connaissance, parce qu'on a un peu tendance aussi dans les associations, évidemment, il y a tellement de travail à faire, à rester focalisé, et puis il faut le défendre aussi, il faut défendre ses difficultés sur son type de handicap. Donc là, ça permettait aussi de mettre tout le monde un peu autour de la table. Je trouvais ça intéressant parce qu'il y a des choses qui sont très spécifiques, mais il y a des choses qui sont communes à toutes. Et les associations ont tendance à être divisées, je trouve. Le problème des financements, par exemple, l'accès au financement ne permet pas toujours de collaborer entre associations. Là, ça permettait aussi, je trouve, autour de nous, d'avoir des associations différentes d'un même territoire, mais qui ne se connaissaient pas bien et qui avaient plutôt tendance à ne pas travailler ensemble, se voyant comme des concurrents à l'accès aux appels à projets, par exemple, que de se fédérer. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Par exemple, c'était un effet plutôt positif de ces formations. Après, je n'ai pas d'autres... je crois que dans le sud de la France, du côté de Marseille, il y avait une formation universitaire. Tu n'as pas entendu parler de ça, Ève, hein? Il me semble qu'il y a une formation... il y a plusieurs formations, et justement qui émanaient du même groupe qu'un Chez Soi d'abord. C'était un peu les mêmes équipes, il me semble, qui allaient vers cette formation universitaire. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'exemples de lieux pour se former. Je ne les connais pas. C'est ça la question. Ou alors dans la formation de médiateurs de santé père. Dans le champ de la santé mentale, peut-être. Alors, le DU à Marseille, le diplôme interuniversitaire de Marseille dont tu parles, n'existe plus. Il n'a eu lieu qu'une fois. Ça a été un one-shot. Par contre, il existe effectivement le diplôme de médiateur santé-père qui en fait est devenu une licence professionnelle après avoir d'abord été un diplôme universitaire. Et ils vont ouvrir la 4e promotion aujourd'hui à l'université de Bobigny.
et avec une ouverture qui s'est faite au-delà du champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Voilà, donc là, il y a des possibilités probablement. Mais globalement, il existe plein de micro-formations ou de formations beaucoup plus abouties qui sont portées par simplement des associations et des fédérations d'employeurs. Et enfin, dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous, qui est le dispositif qui émane du Zéro sans solution, effectivement, là, il va y avoir probablement d'ici une année, parce que je fais partie des groupes de travail au ministère, et d'ici une année à peu près, il y aura probablement un projet de formation au niveau national qui va sortir. Merci. Alors, on me demande de préciser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'embauche de personnes en situation de handicap, notamment à l'accueil de certaines MDPH. Alors, on me demande de préciser qu'en fait, l'embauche de ces personnes n'est pas, au départ, ne part pas de la volonté d'embaucher un père aidant. Donc ça, c'est effectivement important de le préciser. Hein, mais bien d'embaucher dans le cadre de, vous savez bien, du pourcentage de personnes en situation de handicap, voilà, mais pas en qualité de père aidant. Donc ça rejoint ce que disait Ève tout à l'heure, effectivement, des personnels en situation de handicap à l'accueil n'ont pas forcément les compétences sur l'ensemble des handicaps, et ce n'est pas ce qu'on leur demande. Je voudrais rajouter quelque chose d'important, de mon point de vue, bien sûr. J'ai beaucoup essayé d'insister sur la qualité très particulière de la relation entre pairs, sur cette intimité, cette confiance, ce non-jugement a priori, ce sentiment d'égalité, enfin tout ce qui fait que véritablement il y a quelque chose de très particulier, de spécifique qui existe. À partir du moment où dans une institution ou dans une association, on institutionnalise et on dit celui-ci c'est le père et c'est celui-là qui va vous aider, et qu'on ne laisse pas les gens se rencontrer et reconnaître leur père et se sentir aussi reconnus comme père, on rentre dans un autre type de relation, qui est une relation qui est quasiment de celle de l'ordre de celle qu'on a d'habitude avec un professionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui est désigné comme sachant et étant capable de nous aider. Voilà, donc là, j'attire votre attention sur le fait que si vous souhaitez monter de la pérédance, de l'accompagnement par les pairs, du soutien vers les pairs, etc., c'est un choix politique à faire. Hein. Vous pouvez décider que vous allez institutionnaliser, que c'est un tel et pas d'autres qui auront ces responsabilités. Mais peut-être aussi qu'il faut penser cette souplesse et cette possibilité de rencontrer une diversité de personnes pour pouvoir choisir, s'identifier et réellement produire des relations de pairs qui ont des effets quand même extrêmement bénéfiques. Merci beaucoup, Ève. Donc, écoutez, c'est la fin de cette table ronde. Pour la clôture, voilà. Pour la clôture du congrès, donc, j'invite Madame Anne-Sara Kertudo, directrice de l'association Droit Pluriel. Alors, je suis Nicolas Hervé, l'animateur des tables rondes. Voilà. Je suis chargé de mission à l'association des devenus sourds et malentendants de la Manche. Mais ça, je sais. Merci beaucoup. Alors, écoutez, pour être tout à fait franc, je vais clore très rapidement parce que je crois que vous avez reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions aussi. Donc, ça va être très rapide. J'aimerais bien être rejointe parce que je ne peux pas clore, moi, toute seule, cet événement qui a fédéré plein d'énergie. Donc, j'aimerais bien que viennent aussi tous ceux qui ont participé à cette rencontre et qui l'ont rendu possible. Dominique Dufournais, Solène, Yann, le président du Bucodes, tous ceux qui ont organisé ça. Ça serait bien qu'on vous réunisse à un moment qu'on vous voit. Merci infiniment à vous pour ce moment-là. Ils viennent. Alors, vous l'avez vu, moi, j'arrive juste en clôture, mais ça fait des mois que je suis la mise en place de cet événement. Et ça a été un travail considérable, remarquable, par aussi plein de gens voilà, qui se sont réunis là-dessus. Anne-Marie, tout à l'heure, a témoigné.
Et elle a dit à un moment, quand on écoute les autres raconter leur expérience de la malentendance, du handicap, ça nous fait remonter à nous toute notre propre histoire. Alors moi, ça m'a fait remonter aussi tout ce qui s'est passé là, ma propre histoire, et donc je suis un peu émue. Et vous m'excuserez donc d'être extrêmement confuse sans doute pour la suite de mon intervention. C'est extrêmement important qu'on se réunisse et qu'on se rassemble. Donc c'est pour ça que je voulais remercier tous ceux qui ont permis ce moment, c'est extrêmement important. Je reviens d'une intervention au MUSEM, et pour arriver à l'heure au MUSEM à Marseille, j'ai pris un taxi. Et donc j'étais un petit peu pressée et je lui demande est-ce que je vais arriver à l'heure? Et il ne répond pas. Donc je suis moi-même un peu dans mes propres préoccupations. Je lui dis est-ce que je vais arriver à l'heure? Et puis il me dit ah pardon, excusez-moi, oui, c'est bon, on y est dans un quart d'heure. Et puis tout à coup je me dis attends, pourquoi il n'a pas répondu? Je lui dis excusez-moi, je vous ai... Et il a pris les devants et il m'a dit mais excusez-moi, c'est de ma faute, je suis malentendant. Et je n'entends pas bien et c'est pour ça que je n'ai pas entendu votre question. Alors je lui dis ne vous excusez pas, il n'y a pas de faute. Donc il est chauffeur de taxi à Marseille, je suis juriste à Paris et on partage la même expérience, on partage quelque chose de commun, on est tous les deux malentendants. Et pourtant, lui comme moi, alors il commence à m'en parler. Alors je lui dis mais moi aussi je suis malentendante, je suis appareillée. Et il commence, vous l'avez vécu, on l'a vécu là aujourd'hui, il commence à me parler de ça. Il me dit, vous savez, moi ça m'est arrivé il y a 10 ans et j'ai perdu l'audition et j'ai mis longtemps à m'appareiller, j'étais dans une sorte de déni. Et puis finalement je me suis appareillée et maintenant il me parle, il a plein de choses à me dire. Je lui dis, écoutez, merci beaucoup pour la course, il faut que j'y aille, j'ai quand même mon rendez-vous au MUSEM. Mais il a eu le temps de me raconter plein de choses et puis moi aussi j'avais envie de lui en parler. Et le but de cette journée, de ces rencontres-là, c'est tout ce qu'on a à se dire. En fait, on n'est pas une minorité, on est des millions malentendants. On est extrêmement nombreux et pourtant on n'en parle jamais, c'est pas un sujet, on n'en parle pas beaucoup, on en parle ici, on en parle dans nos associations, mais c'est pas encore un sujet. Qu'est-ce que ça fait que ça soit pas un sujet? Ça fait que moi, dans mon histoire, j'ai eu honte à un moment de ce que j'étais. J'entendais pas les autres, j'arrivais pas à suivre à l'école, j'étais collégienne. J'arrivais pas à entendre les profs, j'arrivais pas à entendre mes camarades, j'écoutais pas de musique et j'ai commencé à m'isoler, à plus voir des autres, à plus sortir. Lui, il appelle ça le déni, le chauffeur de taxi. Donc lui, il m'a dit, j'allais beaucoup au cinéma, j'ai arrêté d'aller au cinéma, j'aimais sortir et dîner avec des amis, j'ai arrêté. Lui, il appelle ça le déni, moi j'appelle ça la honte. Ça raconte la même chose. Ça raconte qu'on n'en parle pas dans la société et donc on se sent, nous, différents, pas acceptés. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que la société n'est pas organisée pour nous. Il n'y a jamais si peu de sous-titrage, de visioconférences, de micros adaptés, de boucles magnétiques. Il y a si peu d'adaptation. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que cette société, elle est faite pour ceux qui entendent et que nous, on n'a pas notre place. Si vous ouvrez le dictionnaire et que vous regardez au mot handicap, le handicap, il est défini aujourd'hui comme une infériorité, encore aujourd'hui. Et dans le Robert Junior, il est défini comme une chose qui diminue les chances d'épanouissement et de réussite. Alors nous, l'association Droit Pluriel, on a écrit au dictionnaire pour leur dire on peut pas, moi je me sens pas inférieur, moi personnellement je me sens pas inférieur et vous tous vous n'êtes pas inférieurs et on peut pas se sentir inférieur. Alors tout à l'heure il a été dit il faut accepter, on accepte la surdité. Moi je veux bien accepter la surdité, je suis malentendante, j'en ai plus honte aujourd'hui, je suis malentendante, je suis sourde, je n'ai plus de problème avec ça, mais je suis pas inférieure. Et pour qu'on entende ça, il faut qu'on voit des gens appareillés, il faut qu'on en voit naturellement. Et que quand on va chez l'audioprothésiste, qu'ils ne disent pas en premier argument de vente, vous inquiétez pas, ça ne se verra pas. Mais pourquoi il ne faut pas que ça se voit? Au contraire, il faut que les autres sachent que je ne vois pas. Quand on met des lunettes, on ne cherche pas à les cacher. Il est où le problème? De quoi on a honte?
Alors, je pense qu'on a un gros travail de coming out, de montrer la surdité. C'est ce qu'on fait avec l'exposition que vous avez vue, j'espère, dehors, qui s'appelle « Tes yeux sur mes oreilles », et qui montre des visages, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes qui ont tout âge et qui sont appareillés et qui sont implantés et en intra, en externe, etc. On n'a pas honte de ce qu'on est. Et ça, c'est dans ces réunions, dans ces rencontres, qu'on peut échanger là-dessus, qu'on peut se construire ensemble, sortir de cette invisibilité, le montrer. Et le chauffeur de taxi, au lieu de s'excuser, s'il mettait une petite pancarte dans son taxi, je suis malentendant, ben, ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde, parce qu'il me dit, vous savez, des fois je le dis, les gens ils réagissent mal. Ben oui, ils réagissent mal parce qu'ils ne comprennent pas, on n'en parle pas, on ne sait pas, enfin, c'est pas à vous que je vais expliquer tous ces malentendus-là. Donc on a besoin d'en parler, on a besoin que ça soit dit, on a besoin à un moment qu'il n'y ait pas la population qui entend ce qu'on appelle les valides, et puis les autres, handicapés, malentendants, etc., qui sont dans une seconde catégorie où finalement on s'aperçoit que la grande maison qu'est la société, qui est censée être pour tout le monde, bah oui, mais elle est souvent faite pour ceux qui entendent. Et nous, on est où là-dedans? Donc, on rentre dans une période où il faut que ça se voit, il faut qu'on le dise, il faut arrêter d'avoir honte, et il faut acquérir les mêmes droits que les autres. Ça passe par plein d'autres, plein de petits... J'ai entendu tout à l'heure, j'ai trouvé ça joli, des petits riens, des petites choses, plein de petites choses. Nous, à l'association Droit Pluriel, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un homme politique, une femme politique à la radio qui dit, ou à la télé qui dit « faudrait quand même être sourd pour ne pas comprendre que... » Ben moi, je suis sourde et je comprends que... Donc, quel est le rapport? Combien de temps on va encore confondre surdité et compréhension? Combien de temps encore il y aura toutes ces confusions-là? Alors, c'est à nous de réagir à chaque fois, de le dire, d'informer, d'échanger, de rencontrer. C'est ce qu'on a fait là. Et puis, c'est ce qu'on fait donc à travers notamment cette exposition. On espère, on a un grand projet, on nous a proposé de la mettre sur les grilles de la Tour Saint-Jacques au mois de décembre, rue de Rivoli. Je ne sais pas si vous imaginez, pour nous, ça serait, pour nous tous, ça serait quelque chose de formidable parce que on veut montrer la surdité, la malentendance et dire voilà, on n'a pas à se cacher, on est des centaines, des millions de personnes concernées, on n'a pas honte. Et alors penser à aménager les structures et penser aussi que, attention, l'aménagement, l'accessibilité, c'est pas juste une loi et je coche la case. Vous savez, il y a énormément d'endroits, par exemple, vous le vivez sans doute, où il y a la boucle magnétique, mais à l'accueil, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas comment ça marche. Ou alors, elle est cassée depuis longtemps. Et puis, nous, des fois, on n'ose pas aussi demander. Donc, il faut sortir de l'ombre et puis être fier et puis se battre pour l'égalité. Donc, on était tous, je crois, réunis là-dedans. Je vous ai dit plein de choses et un peu enfouillis. Merci encore beaucoup d'être tous venus et merci à vous tous qui avez organisé cette belle journée. Rendez-vous à l'exposition pour ceux qui alors oui, excusez-moi, je vous disais, on va normalement exposer sur les grilles de l'hôtel de ville, mais on a besoin d'avoir des partenaires. On a la Fondation pour l'audition qui soutient notamment cette exposition et on cherche aujourd'hui des partenaires encore pour rendre possible cette exposition. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, je crois qu'on se revoit l'année prochaine et qu'on fera un point sur justement cette visibilité qui doit avancer de la surdité et de la malentendance. À très bientôt. Merci beaucoup, Anne-Sara Kertudo. J'avais imaginé un discours, mais tu as dit déjà beaucoup de choses. On me demande de conclure. Moi, je ne vais pas conclure. Parce que conclure, ça voudrait dire qu'on a terminé. Et maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'on va commencer peut-être à oublier ce déni, à montrer notre fierté de malentendants, de montrer nos difficultés, de montrer nos besoins, et d'arrêter de dire bon bah c'est pas accessible ou le discours qu'on me tient
me renvoie devant mes propres faiblesses, mon infériorité, comme on disait. Et voilà, on va sortir et on va continuer à faire ce qu'on a fait aujourd'hui, informer, former, accompagner, père aidé, ça doit sûrement exister. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire. Tout le reste a été dit sur toute la journée. En tant que président, je dois quand même remercier quelques personnes de leur présence. Alors, je voudrais commencer par remercier tous les intervenants qui sont venus de manière bénévole. Alors, j'avais une liste, je l'ai laissée là-bas, bien évidemment. Alors, on va les applaudir. On va les applaudir. Donc, on va remercier Eric Alexandre, qui est intervenu ce matin, les membres de l'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital Sainte-Marie, Stéphanie Borel, Ursula Renard, Patrick Verheden, Ève Gardien, Céline Vauvarin, Anne-Marie Desmottes, Anne-Sara Cartudo. On va remercier aussi Nicolas, qui a animé cette journée avec brio. Voilà, donc je les remercie très chaleureusement parce qu'ils sont tous venus bénévolement sur la journée. C'est quand même très important pour nous. Je voudrais aussi remercier quelques autres personnes, nos partenaires, sans qui on n'aurait pas pu faire la journée. Là aussi, je voudrais remercier la Fondation pour l'audition, je voudrais remercier le CNSA, le 114, Surdie Info, Cochlear, Profonia, Audiophile, SMS Audio, Roger Voice, Advanced Bionics, Smart Ear, Oticon Médical, Helios. Donc certains ont encore des stands dans les parties, vous avez sans doute dû les voir. Accès Culture, Droit Pluriel, Le Cinéa, Ava, Axe Audio, Panthéa, France Acouphène, Le Messageur, Vivien, qui est venu nous faire la petite pièce de théâtre hier soir et qui est encore en train de signer des livres jusqu'à après la conférence. Le magazine 6 millions de malentendants, on ne l'oublie pas, on les applaudit bien fort parce qu'elles font un travail formidable tout le long de l'année. Nous, on a organisé la conférence, mais tout le long de l'année, elles sont là à trouver des sujets d'information. N'hésitez pas à vous abonner. Je voudrais remercier aussi les bénévoles qui ont été présents toute la journée, les étudiantes, voilà, les étudiantes bénévoles de l'association Gepetto, donc de l'école d'orthophonie d'Amiens, qui nous ont aidés toute la journée aussi, et les organisateurs quand même de ces journées, Maude, Dominique, Solène. Alors Philippe Cortez, je ne l'ai pas vu, en plus j'ai les spots, je ne sais pas s'il est dans la salle. Non, il n'est pas dans la salle, mais on applaudit aussi Philippe. On va applaudir aussi des gens qui n'ont pas pu venir. Angélique Cadic qui s'est occupée de toute notre communication sur le web et notamment sur les réseaux sociaux. Frédéric aussi Martini, qui est là. Oui, je t'ai oublié. Je voudrais remercier aussi Laetitia Lefebvre qui nous a fait le montage de la vidéo gracieusement et qui a passé pas mal de temps pour pouvoir la voir aujourd'hui. Voilà. Ça fait du monde, mais il faut beaucoup de monde pour qu'on puisse accéder. Je remercie aussi le Messageur pour la transcription d'aujourd'hui, Ava pour la transcription d'hier. D'ailleurs, au sujet de la transcription, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé à récupérer la transcription, les présentations. On va prochainement, alors ça ne sera pas demain, désolé, diffuser les vidéos parce que tout a été capté en vidéo et les vidéos seront rediffusées, sous-titrées sur Internet. On fera des diffusions. N'hésitez pas à revenir nous voir soit sur nos réseaux sociaux, soit sur notre site Internet. Et je pense qu'on est bon. J'ai rien oublié? Bon, on est bon alors. Alors maintenant... Oui, moi, accessoirement, oui.
Ah non, moi j'avais oublié. Hein. J'ai pas eu mon jingle, donc je voyais pas l'intérêt. Maintenant, je vais vous inviter, pour ceux qui peuvent rester, à un petit pot de clôture, un pot de l'amitié. On va continuer à discuter. Les gens sont encore tous là. On en profite, on discute, on échange. Merci beaucoup à tout le monde.